présente, je m'appelle Thomas Jérôme, je suis le président de l'association Mosaïque. Donc je vais vous dire quelques mots sur notre association d'abord, et ensuite je laisserai Cospol, avec qui nous organisons cet événement en collaboration, parler également de leur propre association. Donc nous sommes une association interfacultaire, nous avons des étudiants qui viennent de toutes les facultés, qui sont droit, HEC, sciences politiques, sciences sociales. Nous avons pour but de sensibiliser la communauté estudiantine aux enjeux des relations internationales, au monde diplomatique ou encore à l'actualité politique. Pour cela, nous organisons divers événements. Nous avons par exemple des journées Nord-Sud que nous organisons en automne. Nous organisons également des conférences, des débats ce soir, ou même des modèles Latination. C'est notre activité principale. Ça consiste à avoir des étudiants de notre association qui vont représenter des ambassadeurs, des délégués de pays, et face à d'autres ambassadeurs, ils vont devoir défendre le point de vue du pays qu'ils sont censés représenter. Donc si vous voulez plus d'infos sur nos activités, je vous laisse consulter notre page Facebook ou notre site internet. Donc maintenant je vais laisser Laure présenter Cospol. Bonjour, alors moi je m'appelle Laure, je fais partie du comité sciences politiques de Lausanne. Alors on organise aussi des débats, des conférences, des projections, des soirées pour les étudiants en sciences politiques, mais aussi pour tous les autres étudiants, des événements culturels en rapport avec la science politique. Et c'est avec plaisir qu'on fait ce soir un partenariat avec Mosaïque. Et je vous laisse également consulter notre page Facebook, etc. Si vous voulez plus, et notre site web, si vous voulez plus d'informations. Et je vous laisse au nom de M. Cluzel. Je vais vous expliquer le fonctionnement de notre événement. Donc ça se passe en 3 parties. Donc la première partie, ça sera M. René Cluzel, sociologue et professeur à l'Université de Lausanne, qui vous tiendra une conférence sur le revenu de base inconditionnel. Ensuite, ce sera un débat, le débat qui commencera vers les 18h30. Donc nous accueillerons plusieurs intervenants ici du monde politique pour débattre de cette votation sur laquelle nous votons le 5 juin. Et une dernière partie, ce sera une brève conclusion d'une quinzaine de minutes de Mme Sophie Svaton, qui est une économiste au centre Valras et Pareto de l'Université de Lausanne. Pour vous remercier d'avoir assisté à toutes ces parties. À la fin, vous aurez l'honneur de déguster un magnifique apéritif préparé par nos 2 associations. À la fin de chaque partie, vous serez évidemment libre de poser vos questions aux intervenants. Donc sans tarder, je passe directement la parole à M. René Cluzel. Voilà, merci beaucoup. Je remercie Mosaïque et Cospol de donner l'occasion de présenter cette initiative RBI, ou Revenu de base inconditionnel, que les émissions souhaitaient, de cette soirée souhaitaient intituler Utopie et réalité. Donc ce soir, je vais d'abord commencer par m'excuser, non pas d'être là, mais d'être absent tout à l'heure. Je devrais m'éclipser à 18h15 environ. Non pas parce que je ne souhaiterais pas assister à ce débat, parce que je pense que ce débat va être extrêmement intéressant, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la même opinion sur le RBI, mais surtout parce que ce débat a très peu eu lieu. Vous savez qu'on est à moins maintenant d'un mois de cette votation. Il y a très peu de choses qui ont été effectivement dites sur le RBI. On verra 2-3 amorces de campagne, mais finalement assez peu sur le fond. C'est probablement dommage. Voilà, donc cet après-midi, sur une demi-heure, 35 minutes, je vous présenterai le contenu de l'initiative et un certain nombre des enjeux. Je ne prendrai pas position sur l'initiative en elle-même. Je donnerai donc un certain nombre de points sur lesquels vous pourrez bien sûr réfléchir et évidemment ensuite reprendre ces points pour éventuellement donc poser des questions aux différents intervenants qui interviennent tout à l'heure. Donc le RBI, je vous donnerai le cadre général d'abord et puis ensuite, bien sûr, on entrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire à la fois le RBI, mais également surtout le contenu de l'initiative. Ce qui se dit des choses, et probablement pas nécessairement, c'est propre des campagnes, pas nécessairement sur la base du contenu réel. Alors, première des choses, vous dire d'abord à quoi on a affaire. La solidarité collective, elle réside sur 2 grands principes, je n'entrerai pas dans les détails, donc qui sont en grande partie en concurrence. C'est ce qu'on appelle les dispositifs supplétifs, c'est-à-dire complétifs d'abord et supplétifs ensuite. Complétifs, ça signifie qu'on a des prestations sociales qui sont distribuées selon les besoins. On reviendra tout à l'heure par rapport à un tableau qui existe et que j'utiliserai pour mieux expliquer ceci. Donc, ce sont des prestations sociales qui sont distribuées selon les besoins. Donc, les personnes ont
sont malades, ils ont besoin d'une prestation, donc cette prestation va leur être distribuée et appliquée bien sûr selon des procédures administratives précises. Donc il y a différentes allocations, vous les connaissez, on n'entrera pas ici dans le détail. Et puis on a un deuxième dispositif qu'on appelle le dispositif ou les dispositifs supplétifs. Ce sont des prestations qui sont délivrées sur une base peu ou totalement indifférenciée. C'est-à-dire qu'on va donner des prestations qui vont être pratiquement identiques, à très peu de choses près, et qui vont donc se suppléer, qui vont prendre la place de remplacer des prestations habituelles. L'AVS est un dispositif de ce type, on y reviendra, c'est un dispositif supplétif. Les dispositifs supplétifs, eh bien, on en a de 3 ordres. Ce sont donc, comme je l'ai dit, des dispositifs qui visent à se suppléer à l'ensemble des protections sociales qui existent. Alors, on a un exemple sous l'impôt négatif qui n'a pas vraiment été mis en place, dont l'idée de base était celle de Milton Friedman en particulier, mais ce n'est pas le seul, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Donc, le principe est le suivant, très schématiquement résumé. Il s'agit donc de déterminer un revenu nécessaire dans une société donnée, mettons 10 000 francs en Suisse, et puis à partir de là, on va faire un calcul. Sur la base de ce calcul, on va permettre aux personnes qui ne toucheraient pas ces 10 000 francs par année de compléter ce revenu. C'est l'impôt négatif. Au lieu de payer des impôts, ces gens paieront probablement aussi quand même des impôts, ça dépend évidemment des variantes qu'on a dans ce système. Donc l'impôt négatif est une compensation. L'État, au lieu de prélever des impôts, si vous n'avez pas ces 10 000 francs, va vous verser la différence entre le revenu réel que vous avez et puis donc le montant, comme on l'a dit tout à l'heure ici, 10 000 francs que l'on pourrait juger nécessaire. Donc l'impôt négatif n'a jamais été véritablement mis en place, si ce n'est dans quelques expériences aux États-Unis. Il a été prôné en France aussi, mais il n'a pas été très répandu. Il a, il faut dire, passablement de problèmes de mise en œuvre, en particulier parce qu'il faut connaître les revenus des gens pour leur donner des allocations. Et on voit bien, donc avoir le revenu et toucher l'allocation, ça ne se fait que rétrospectivement sur l'année précédente. Donc il faut des calculs, c'est compliqué à mettre en place. Et puis, on a une série de dispositifs qui ont été réfléchis, peu mis en place. Vous en avez ici la liste. Ce sont dans ces différents dispositifs des variantes qu'on va trouver et qui visent à chaque fois à peu près le même objectif, à savoir permettre aux personnes d'un contexte donné de bénéficier d'un minimum d'existence. Ça peut prendre différentes variables ou différentes variantes selon les systèmes. On ne va pas entrer dans le détail, on va uniquement parler aujourd'hui du revenu de base inconditionnel, qui est une variante particulière, dont le pourtour a été déterminé par les émissions, mais le contenu n'existe pas. Il reste encore à inventer. Là, c'est un des objectifs. Alors, 2 mots sur ce tableau pour vous montrer l'évolution. Dans le fond, ici, tiré d'un ouvrage de Groux, Lionel Groux, on a montré 3 dispositifs qui se sont mis en place ou qui montrent une évolution dans la pensée. Et donc, on a le système du revenu minimum social. Alors, je montrerai à chaque fois 3 caractéristiques. L'objectif, lutter contre l'appauvrissement et la stigmatisation, c'était le premier objectif qu'on a visé. C'était des lois qui ont été mises en place à partir de la fin du 19e, parfois déjà, par exemple en Grande-Bretagne, avant. Donc on a un exemple. Il s'agit là de la rupture avec les lois qui étaient ciblées sur la population des pauvres. Il s'agit donc de dispositifs beaucoup plus généraux. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est de voir qu'on essaie de répondre à des besoins. C'est des besoins des personnes auxquels on essaie de répondre. Et là, on voit, Groux montre qu'il y a un piège, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, très généralement, le piège à l'inactivité, et en particulier l'exclusion d'une partie de la population. Suisse, ils sont un peu moins de 200 000 d'exclusion de working poor. Le deuxième mécanisme, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'impôt négatif.
Il s'agit donc d'un système qui n'a pas véritablement existé, mais qui ne s'est pas très fortement répandu, mais qui a l'avantage de montrer dans l'évolution de la réflexion. Il s'agit là le but, c'est lutter contre la dépendance et rendre le travail rentable. L'idée est véritablement, disons, de permettre aux personnes de regagner, enfin c'est en tout cas l'objectif des promoteurs de ce type de système, de rendre le travail intéressant. Donc on donne ce revenu négatif, et ce revenu négatif évite les effets de seuil. Donc on a une rupture par rapport au système d'assistance que nous avons connu et que nous connaissons encore en partie. Et puis évidemment, le critère de base, ça n'est plus les besoins, mais on cherche à garantir un revenu. On voit l'évolution de la pensée. Et le dernier système, qui est celui de l'allocation universelle, dont on va parler ce soir, qui vise à lutter contre l'exclusion, donc on est dans un objectif très centré, et libérer du travail. Alors on devrait dire, là, Benoît Groux nous parle de libération du travail, en fait c'est de la dépendance au travail. C'est l'assignation à des formes de travail obligatoires dont on va pouvoir se libérer. Et là, on le voit bien, l'idée, c'est la rupture avec le système classique que nous avons dans l'État social que nous avons, c'est le système assurantiel, on coupe avec ce mécanisme-là. Et puis, l'unité sur laquelle on va se baser, ça n'est plus les besoins, ça n'est plus le revenu, mais c'est simplement l'état de citoyenneté. Alors, entrons plus dans le détail avec les 4 principes de base du revenu de base inconditionnel. Premier principe, c'est un principe qui vise à identifier chaque personne. Chaque personne aura ou aurait droit à un revenu de base, que vous soyez enfant, que vous soyez adulte, peu importe. Donc chaque personne y a droit en sa qualité de membre de citoyen, membre d'une société. Donc le principe individuel, dans un ménage, si vous avez 2 membres qui composent le ménage, nous aurons donc 2 prestations de base. Le deuxième principe, c'est une indépendance face à la situation familiale du bénéficiaire, peu importe que les conditions de vie soient d'un certain type ou de l'autre. Le RBI vise fondamentalement, encore une fois, à fournir une allocation qui est une allocation qui ne tient pas compte de la situation familiale, que vous soyez marié, indépendant, que vous soyez célibataire, que vous viviez sous quelque régime que ce soit, peu importe. Le troisième principe, c'est un principe d'universalité. On est dans un cadre où on ne tient compte ni du salaire, ni de la fortune de la personne. Donc, ce revenu de base inconditionnel est fourni à toutes les personnes, qu'elles soient salariées, qu'elles soient retraitées, qu'elles soient elles-mêmes sans revenu régulier, etc. Peu importe, il est fourni aux riches comme aux pauvres. Dernier principe, il est inconditionnel. Revenu de base inconditionnel, c'est donc qu'on n'exige aucune contrepartie. On ne va pas exiger de vous que vous soyez obligé, par exemple, de travailler. On ne va pas exiger de vous une contre-prestation de quelque nature que ce soit un travail ou une tâche. Dans le fond, la seule obligation morale, c'est d'être citoyen et de raisonner et de vivre comme un citoyen. On verra dans le texte de l'initiative tout à l'heure. Alors, au plan fédéral, cette initiative, elle est assez simple dans l'énoncé. Elle ne dit finalement que très peu de choses, assez peu de choses sur le contenu. Elle a 3 articles. Donc le premier, la Confédération veille à l'instauration de la revenu de base inconditionnel, c'est-à-dire que le texte, qui sera l'article 110 de la Constitution, vise à demander à la Confédération de mettre en place un tel mécanisme dit de revenu de base. Le deuxième principe, c'est que le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population, donc on dit bien l'ensemble de la population d'un territoire donné, le texte n'est pas absolument précis, mais il s'agit bien sûr du territoire suisse, on est
en Suisse. Maintenant, la population, on y reviendra tout à l'heure, il faudra bien sûr en définir le contour. Ce seront bien sûr les citoyens et citoyennes suisses. Est-ce que ce seront également aussi les étrangers, mais quel type d'étrangers, quel permis, etc. La discussion doit être encore menée. Donc, permettre à l'ensemble de cette population de mener une existence digne. Ce terme a une grande importance. Qu'est-ce qu'une existence digne? C'est-à-dire une existence dans laquelle les personnes peuvent se constituer, se considérer, être de véritables citoyens, et donc de participer pleinement, pourrait-on dire, à la vie publique. C'est donc le deuxième alinéa. Le troisième alinéa, il nous dit 2-3 mots sur la mise en œuvre. La règle, donc la loi règle, notamment, pas simplement, mais notamment le financement. Donc c'est la loi qui va dire comment on va financer ce mécanisme, tout comme le montant du revenu de base. Donc l'initiative telle qu'elle est présentée ne nous donne ni montant, ni mécanisme de financement. Encore une fois, il s'agit là d'une intention générale, c'est le propre d'un article constitutionnel. Donc, le texte de l'initiative, il faudrait juste le relever, ne fixe aucun montant. On y revient tout à l'heure, bien sûr, dans la discussion aujourd'hui, on articule un certain nombre de montants, on y reviendra. Ni type de prestation. On peut imaginer que ce soit des prestations sous forme financière, mais on peut imaginer d'autres types de prestations. Donc les initiants ne mettent pas de limites. On peut laisser ici, évidemment, aussi le législateur, c'est-à-dire en principe le gouvernement, ensuite les chambres, imaginer des types de prestations qu'on pourrait mettre en place. Il ne prévoit aucun mode d'application, donc on ne voit pas le détail, la manière, rien n'est précisé. Il ne définit aucun périmètre de population concernée, on l'a dit tout à l'heure, c'est la population du territoire suisse, sans plus de précision. Il ne détermine pas non plus de délai de mise en place. Les initiatives, aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles prévoient des délais. Ici, il n'y a pas de délai de mise en place. Et par ailleurs, donc, on n'a pas de description du financement. Alors, quel changement attendre? C'est le premier enjeu. Au fond, l'essentiel de la population qui va être concernée, touchée, alors, seront tous concernés, mais certains verront des différences et d'autres un peu moins. Donc, ceux qui seront d'abord concernés, donc ces changements concernent d'abord les personnes qui n'ont aujourd'hui pas un accès régulier à un travail ou qui ne seront pas correctement rémunérés. En gros, à savoir, les enfants qui n'ont aujourd'hui pas de salaire, on a des allocations. Donc le RBI devrait remplacer par exemple ces allocations familiales. Les jeunes, par exemple ceux qui sont en formation, n'ont en principe pas de salaire, à moins donc qu'ils travaillent à côté de leurs études. Les personnes qui ne sont plus en âge d'exercer l'emploi, ce sont donc bien sûr les personnes qu'on dit aujourd'hui retraitées, mais aussi celles qui sont dans l'incapacité partielle ou totale d'atteindre une autonomie financière par leur emploi. On pense à des personnes qui sont aujourd'hui victimes d'un handicap et qui ne peuvent pas pleinement exercer ou faire reconnaître leur capacité de travail ou d'activité. Donc, c'est le premier groupe, essentiellement donc des personnes qui vont être concernées. Pour la plupart, les personnes salariées, elles ne verront en principe pas de différence. En gros, ça signifie que les salaires que les personnes touchent aujourd'hui devraient, pour la plupart, et là encore, il y a des modèles différents, on y reviendra, ne verraient pas leur situation changer. En gros, si vous touchez aujourd'hui 10 000 francs de salaire par mois, en principe, selon le modèle de base, ces personnes continueront à toucher 10 000 francs. Simplement, le revenu pourrait être de 7 500 francs versés par l'employeur et 2 500 francs qui seraient complétés par le revenu de base, puisque chacun y a droit. Là encore, les modèles peuvent différer. Donc, ces personnes-là ne verraient que très peu de différence, si ce n'est peut-être que la source. Ce n'est pas, encore une fois, le mode d'application. Donc la source pourrait être différente, mais le salaire global devrait être en gros le même. Selon les modèles de financement, les initiants ont réfléchi et proposent ici dans la campagne un certain nombre de particularités, notamment, par exemple, ils visent à soutenir les bas revenus. L'idée, ce serait effectivement de soutenir les bas revenus
de façon à ce que les 2500 francs ne soient pas uniquement l'argent provenant du RBI, mais qu'il puisse maintenir une partie du salaire. On y reviendra tout à l'heure. Alors, quelles prestations? Donc, je l'ai dit, aucun montant n'est indiqué dans l'initiative, et le 5 juin, vous allez vous prononcer sur une initiative dans laquelle il n'y a pas de montant qui est articulé. N'empêche que, on le verra tout à l'heure, ce qui était articulé et qui est aujourd'hui le montant de base, de référence, c'est une allocation mensuelle de 2500 francs. Les initiants ont considéré que vivre dans l'impunité, aujourd'hui en Suisse, nécessitait 2500 francs à Bâle comme à Hérisal. Hein, c'est un montant qui est fixe pour chaque Suisse, ou chaque habitant de la Suisse, un montant qui serait versé, donc sans condition, de 1500 francs à chaque habitant adulte. Donc, c'est le montant, mais ce montant n'est évidemment pas fixé. Ce sera sur une proposition d'administration et le Parlement qui va décider de ce montant, si pour autant évidemment que l'initiative soit acceptée. Les enfants, on l'a dit, auraient droit à une allocation. Eh bien, donc, les initiants ont réfléchi à une allocation qui serait le quart de la somme des 2500 francs, soit 625 francs. Et encore une fois, ce sont des montants fictifs. Hein. Ce sont, pour l'instant, personne, si ce n'est évidemment les initiants à côté des adversaires, se sont emparés de cette somme, mais on est dans quelque chose qui est véritablement, pour l'instant, de la discussion. Donc c'est vrai que la question qui suit, c'est que si on a des prestations de 2500 francs, il faudra bien les financer. Donc sur la base de la projection qu'on a vue tout à l'heure, 2500 francs par mois, à multiplier par 12 pour obtenir le salaire annuel, eh bien la facture, elle est d'environ 210 milliards. 210 milliards que la Suisse devrait, d'une manière ou d'une autre, pouvoir rassembler derrière ce RBI pour financer le tout. Donc, Économie Suisse, qui est un des opposants, estime que ce montant pourrait être de 201 milliards. Les initiants actuellement ont refait des calculs, on serait à 213 milliards, peu importe. On est dans les projections, la population varie, on n'a pas encore totalement l'enveloppe définie. Disons, l'enveloppe à garder, c'est à peu près 200 milliards. Alors, comment financer ce revenu? Alors, sachant tout de même qu'il existe des pistes que les initiants ont exploitées, que l'Office fédéralisation sociale et par ailleurs d'autres personnalités ou d'autres institutions ont tenté de diriger. Alors, la première des choses, c'est de dire qu'il existe déjà à peu près le tiers de ce montant sous forme de prestations. Elles ne sont pas financées, mais elles sont financées actuellement dans un système auquel il faudra réfléchir. C'est donc les différentes allocations qui existent, qu'elles soient sous la forme de l'ABS, l'AI, bourse d'études, allocation familiale, une partie du chômage, pas tout, une partie de l'aide sociale, probablement la totalité, des prestations complémentaires. À voir, on voit là différents acteurs qui sont intervenus pour dire non, il faudra maintenir les prestations complémentaires. En gros, selon les initiants et l'administration, on est entre 60, 61 et 70 milliards. Donc, en gros, le tiers de cette somme est en grande partie déjà disponible. On ne dit pas comment. Deuxième chose, bien sûr, on a réfléchi à hausser les impôts, hein, perception fiscale adaptée, on pourrait adapter l'impôt sur les personnes physiques, on peut imaginer aussi l'augmentation de la TVA, on peut également mettre en place des impôts ciblés. C'est évidemment des pistes exploitables et qui étaient présentes. Une autre piste qui est exploitable, et dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est évidemment très importante, c'est qu'une partie des salaires actuels sera simplement transformée. À savoir qu'on admet, et c'est le modèle de l'EUPHASE, on admet que pour les personnes qui gagnent déjà un salaire qui est au-delà de 2500 francs, ce salaire existe, il sera donc lui-même partie de ce RBI, et donc si on multiplie les 3,5 millions de salariés considérés par ce revenu, on arrive à un total d'environ 120
130 milliards. En gros, on a déjà à peu près 170 milliards qui existent, que l'on pourrait utiliser dans ce mécanisme. D'autres modèles existent, qui ont été présentés, par exemple l'idée de remplacer tout ceci par une micro-taxe. Et une taxe de 0,02% sur toutes les transactions financières et en devises, c'est-à-dire toutes les transactions que vous passez journellement payant à travers votre banque, votre poste, etc. Vous payez des factures, vous versez de l'argent, toutes ces transactions seraient elles-mêmes taxées. Et avec cette micro-taxe, nous disent un certain nombre d'experts, et idée qui a été reprise en partie par les émissions, on pourrait financer facilement donc, le RBI, sans avoir recours à d'autres impôts, etc. Donc là, on a une source possible. Le Conseil fédéral s'est prononcé là-dessus en disant c'est pas possible de le mettre en place, c'est pas possible pour des questions de concurrence internationale, etc. Il y a d'autres éléments qui ont été avancés, création monétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les banques qui créent en grande partie de la monnaie, hein, qui est une monnaie dans le fond qui n'est pas concrétisable et dans le fond simplement des engagements de part et d'autre. Donc, une des possibilités, ce serait effectivement de donner un monopole à la Banque nationale. Une initiative vise un tel mécanisme, hein, c'est l'initiative dite monnaie pleine, qui va être soumise d'ici probablement une année et demie à la sagacité populaire. Là aussi, il y aurait donc une combinaison possible. Les émissions de monnaie pleine s'appuient effectivement aussi sur le RBI pour dire, ben voilà, nous sommes dans la continuité de ce mécanisme. On pourrait là, effectivement, gagner une partie des besoins créés par le RBI. D'autres choses, revenu des biens communs. Vous savez qu'il existe un modèle qui est aujourd'hui en place en Alaska, c'est l'Alaska Permanent Fund, qui permet donc de verser en gros à milliers de dollars à chaque habitant de l'Alaska. C'est un fonds qui a été constitué. On peut imaginer que ce fonds puisse être constitué aussi en Suisse. Voilà, d'autres idées, taxation foncière, repenser ou cibler. On a redistribution des profits tirés des ressources naturelles, échec écologique, enfin voilà, donc il y a diverses hypothèses et diverses pistes qui ont été étudiées. Voilà, pour terminer dans les délais, je proposerai de prendre un certain nombre d'arguments qui ont été faits valoir contre et pour ou en faveur de cette initiative. Alors tout d'abord, vous montrer l'affiche que les contradicteurs, les opposants, vont placarder. Donc je n'ai pas besoin de la décrire. Hein, on voit bon, ce qu'est le RBI, c'est ça. C'est la possibilité de vivre au crochet de l'État. On voit donc 2500 francs, hein, c'est encore une fois un montant qui n'est pas dans l'initiative. Et puis évidemment, on met le poids sur le financement de 100 milliards qu'on n'arrivera pas à payer. Voilà, donc c'est le texte. Alors, plus dans le fond, quelles sont les critiques principales? Alors, parmi les critiques, je n'ai pas pris toutes les critiques, il y a fondamentalement des critiques de différents horizons, tant à droite qu'à gauche de l'échiquier politique, dirais-je. Alors, j'en commente quelques-unes en passant. Donc, d'abord, cette initiative serait une invitation à l'oisiveté. Dans le fond, les gens, vous par exemple, hein, vous seriez amenés à recevoir 2500 francs par mois sur votre compte bancaire et bien sûr aller bronzer au bord du lac. Il y aura beaucoup de monde, c'est certain, mais enfin voilà. Donc c'est cette invitation à l'oisiveté qui est dénoncée, comme si, encore une fois, le mécanisme poussait à l'oisiveté, donc à la désincitation au travail. C'est évidemment un argument qu'on doit discuter et qu'on doit réfléchir dans une société comme la nôtre, qui est quand même marquée par le travail, où l'identité se fait aussi à travers le travail. C'est un lien social, on se présente très souvent à travers son intégration, sa carte professionnelle, si j'ose dire. Donc c'est évidemment quelque chose d'important.
Je dis, l'initiative ne fait pas disparaître de relations de travail, on y reviendra tout à l'heure, mais ne fait pas disparaître le travail du jour au lendemain. Ne vous réjouissez pas, le 6 juin prochain, le travail n'aura pas disparu. Ce n'est pas comme ça que les choses vont se produire. Il y aura évidemment de l'argent à disposition si tant est que cette initiative soit acceptée, mais ça ne suffira pas, en particulier, à atteindre un certain nombre d'objectifs. Vous serez incité, de toute manière, à continuer à travailler. Donc là, il y a tout un modèle à réfléchir. On n'a pas aujourd'hui beaucoup d'exemples qui nous permettent de comprendre ce que sera cette société avec un RBI, mais avec du travail. Je tiens à le dire, évidemment, c'est un des arguments forts. Trop cher et insuffisant à assurer une existence digne à chacun. Alors oui, c'est un argument qu'on peut prendre en compte. Trop cher, on a vu 200 milliards, dont une partie fait déjà l'office d'une distribution qui existe. Hein. Donc on peut légitimement se poser la question du coût. Est-ce que ces 2500 francs ne sont pas simplement une forme de redistribution des biens sociaux que nous produisons dans la société? Et donc le mot trop cher est probablement un peu galvaudé. Insuffisant, alors c'est vraiment une critique importante. Ces 2500 francs, si on reprend cette base-là, ne serviraient pas à couvrir toutes les dépenses. C'est évident qu'il faudra continuer à payer l'assurance maladie, votre logement, il faudra payer votre nourriture, les transports, les télécommunications. Tout ceci a un coût. 2500 francs ne seront très probablement pas suffisants. Est-ce qu'il serait insuffisant pour mener une existence digne? À voir. Mais en tout cas, on voit bien que l'incitation à travailler, mais prendre le travail autrement, cette incitation, elle est quand même présente. Remise en question de la valeur travail, de façon générale, c'est aussi une des critiques qui rejoint la première critique, à savoir que le travail ne sera plus le ferment de notre société. J'en doute, je pense que le travail restera, encore une fois, au cœur de nos activités, mais pensé probablement un peu différemment. Alors, d'autres critiques sur lesquelles je reviendrai peut-être pas trop dans le détail. Incitation à délocaliser. Bon, pourquoi délocaliser? Parce qu'il y a un RDI. On pourrait se dire, bah oui, les entreprises ne voient plus d'intérêt à venir en Suisse. Honnêtement, je pense que ce n'est pas un argument très très fort. Entrave à l'investissement local, à voir, mais aussi, c'est vraiment un argument plutôt à l'emporte-pièce. Trop attractif pour les étrangers, oui, cette remarque est tout à fait fondée. Il faudra, d'une manière ou d'une autre, déterminer le périmètre. L'initiative ne le fait pas. Qui y aura droit? Est-ce que ce sont les Suisses vivant en Suisse? Est-ce que ce sont les Suisses de l'étranger aussi? Est-ce que ce sont les étrangers vivant en Suisse avec un permis? Est-ce qu'il y aura une durée de résidence minimale pour éviter que les gens viennent ici en Suisse, etc. Toutes ces questions doivent être évidemment travaillées dans le détail pour savoir qui sera le périmètre, quel sera le périmètre, qui fera partie du périmètre des bénéficiaires. Inapproprié par le versement d'un revenu de base aux riches, c'est une des remarques que l'on voit fleurir maintenant. Pourquoi donner 2500 francs à des gens qui n'en ont pas besoin? La question pourrait être effectivement pertinente. Je rappelle que le principe de l'ABS est exactement celui-là. Il s'agit, pour pouvoir financer de façon très générale un RBI, il faut pouvoir également, bien entendu, pouvoir justifier le prélèvement, et donc il faut pouvoir verser évidemment cette allocation à tout le monde. C'est le principe même du revenu de base qui est compris dans cette logique. Donc le revenu, il est universel, c'est-à-dire qu'il touche toutes les personnes. Remplacer toutes les aides par une allocation est une utopie. Alors oui, c'est une remarque tout à fait fondée. On pourra y revenir avec 2 ou 3 remarques tout à l'heure. Toutes les aides ne vont pas disparaître. Toutes les aides non matérielles, pour autant que le RBI ne soit qu'une prestation matérielle, ce qui reste encore à déterminer. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, certaines assurances ne vont pas disparaître. L'assurance maladie ne va pas disparaître. Il est très probable que, par exemple, l'assurance chômage ne disparaisse pas. Sur le socle des 2500 francs, évidemment qu'on n'aura pas besoin de s'assurer contre le chômage, puisque l'allocation est automatique. Par contre, pour les montants de salaire qui seront là, il faudra une assurance. On voit bien, ce n'est pas toutes les aides qui vont disparaître. L'aide sociale, de façon générale, devrait disparaître, puisque les montants sont plus faibles, mais on sera obligé d'avoir d'autres types d'aides pour faciliter l'intégration d'un certain nombre de personnes. Ce n'est pas
le revenu en lui-même qui permettra l'intégration, il permettra de lever, on le verra tout à l'heure, un certain nombre de vexations, d'humiliations et d'autres éléments qui fonctionnent avec les aides actuelles. Pas suffisamment d'expérimentation ce jour, c'est évidemment une des grandes critiques, et je pense qu'elle est juste. Nous n'avons que très peu d'expérience là-dedans, quelques expériences à l'étranger, plutôt positives. Hein. En Afrique, on a eu 2 ou 3 expériences. On a une expérience qui va se développer, semble-t-il, à partir de 2017, en Finlande, avec un échantillon de 10 000 personnes qui seront mis au bénéfice de cette aide, à voir comment ça va fonctionner. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, on a simplement des présomptions que la situation d'un certain nombre de personnes pourrait diamétralement changer. Alors, les arguments ou l'argumentation favorable, donc le RBI pourrait offrir un droit inconditionnel à être citoyen. C'est évidemment un des grands avantages. Le fait d'être citoyen n'est plus simplement un titre, n'est pas simplement un passeport, n'est pas simplement carte de vote, c'est aussi une prestation que la société vous verse indépendamment, indifféremment, de façon donc non discutée, vous auriez droit à cette aide. C'est évidemment un élément tout à fait fort. Permettre une meilleure reconnaissance d'activités sociales non reconnues. Aujourd'hui, on a beaucoup de remarques qui sont faites sur les activités, notamment les activités qui ne sont pas salariées. C'est tous les travaux de ménage, toutes les activités de bénévolat, toutes ces activités-là ne sont que très peu reconnues, voire pas du tout, évidemment, salariées, parfois un peu, parfois indemnisées. On aurait donc là le vrai retour, hein, puisque si dans un ménage, vous avez 2 personnes, une qui travaille à l'extérieur, une qui reste pour faire le ménage, s'occuper des enfants, etc., le RBI permettrait une reconnaissance de fait du travail accompli dans un ménage. Là, il y a un vrai progrès social. Reconnaître certaines catégories de personnes, donc activités au foyer, on vient de le dire, mais aussi les travailleurs pauvres. Aujourd'hui, une partie des travailleurs pauvres, et ça touche en particulier les femmes, célibataires ou femmes seules à la tête d'une famille, ce sont là qu'on va retrouver l'essentiel des working poor, mais on va trouver aussi beaucoup de gens qui sont à l'aide sociale. Hein. Une grande partie, enfin un peu moins de 40% des gens à l'aide sociale ont moins de 35 ans, donc beaucoup d'enfants parmi eux. C'est une manière évidemment de permettre un autre mécanisme. Donc ces enfants vont toucher un RBI, la mère célibataire ou le père célibataire toucherait un RBI, donc il n'y aurait plus l'obligation absolue de conjuguer plusieurs travaux, d'accepter n'importe quel travail. On voit bien la relation au travail pourrait changer. Mais il y a également donc toutes les catégories faiblement rémunérées, tous les emplois qui sont aujourd'hui peu valorisés, des emplois dans lesquels on ne veut pas entrer parce qu'ils sont peu salariés. Favoriser les activités créatrices, on pourrait imaginer en effet que les artistes qui aujourd'hui ont de la peine à débuter, les gens dans le théâtre en particulier, vivotent beaucoup, c'est des gens qu'on pourrait soutenir dans leurs activités, gagnant disons, des recettes que leurs spectacles, que leurs œuvres d'art pourraient produire, mais ayant un revenu de base qui leur permettrait de poursuivre leurs activités. On pourrait imaginer aussi le développement de ces activités-là. La même chose, les recherches, c'est un domaine qui aujourd'hui est difficile à développer, en particulier parce qu'il faut toujours salarier les gens. Donc, des activités contemplatrices aussi, on ignore évidemment toutes ces activités-là. On pourrait imaginer de nombreuses nouvelles initiatives du lancement de nouvelles start-up, des PME, etc. On pourrait imaginer une prise de risque, évidemment d'une autre nature, puisque le salaire de base, évidemment encore une fois un montant, si c'était de 2500 francs, réduit, mais quand même, qui assure le minimum. L'abolition des tracasseries et contraintes bureaucratiques, c'est évidemment le grand avantage, outre qu'on va probablement épargner sur un certain nombre de contrôleurs, on pourra rediriger des acteurs des services sociaux sur l'accompagnement et non plus sur le contrôle des factures et autres choses. Donc les tracasseries, les contraintes bureaucratiques, j'ai parlé des vexations, de l'humiliation, tout ce que les bénéficiaires de ces mesures aujourd'hui subissent. On sait que
le non-recours aux prestations sociales est assez important, hein, puisque un chercheur en 1992, le professeur Le à Berne, avait estimé qu'un bénéficiaire potentiel sur deux, un bénéficiaire potentiel de l'aide sociale sur deux ne réclamait pas l'aide sociale. On sait que par exemple pour les prestations complémentaires, c'est une personne sur trois qui ne les réclame pas alors qu'elle y a droit. Simplement, les gens ne veulent pas, ils trouvent que c'est humiliant, ils ont passé toute leur vie à faire tout juste, hein, pour reprendre l'expression d'une personne qui m'avait confié ça, c'est effectivement quelque chose qu'elle ne veut pas subir. Offrir une voie d'expérimentation pour une nouvelle distribution des biens sociaux, c'est effectivement, dans un contexte de ce type, une redistribution d'une partie des biens sociaux. Selon les modèles, hein, les éditions ont même imaginé qu'on puisse reprendre une partie, en particulier des hauts revenus pour compenser. C'est des modèles, évidemment, qui auront de la peine, ou qui auraient de la peine à passer au Parlement. Limiter, et ces deux arguments forts, limiter, les deux liens que je vais évoquer ici, limiter une délinquance de subsistance, très probablement qu'on pourra limiter une petite criminalité, celle qui est provoquée par le besoin de survivre, hein, le voleur de pommes. Cette criminalité-là, on peut imaginer qu'elle sera évidemment diminuée par le fait qu'on aura une allocation automatique. Et puis, surtout, un effet qu'il faudra vérifier dans le mécanisme, c'est l'amélioration de la santé publique en général. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de trop travailler, beaucoup de gens souffrent de ne pas assez travailler. Il n'y a pas un mauvais équilibre. Hein. Ce que vous disent les psychiatres, c'est que la moitié de leur clientèle sont constitués de gens, de gens qui souffrent de trop travailler et l'autre moitié de ne pas avoir de travail. Voilà donc les arguments favorables. J'ai glissé, et je m'arrête là, une petite biographie succincte. Il existe pas seulement de choses qui ont déjà été écrites là-dessus. Van Parage, qui s'est exprimé dans la presse locale, hein, qui a contesté le montant de 2500 francs, disant qu'on devrait plutôt partir sur une base de 980, c'est-à-dire plutôt l'aide sociale actuelle. Vous avez d'autres, des gens comme Jean-Marc Ferry qui ont écrit, et puis vous avez des économies suisses ou d'autres critiques qui ont été faites, écrites sur le revenu de base inconditionnel. Voilà, je m'arrête là. J'ai été un tout petit peu plus long que ce que j'avais annoncé, je m'en excuse. Je réponds volontiers à quelques questions, si il y en avait. Voilà, vous pouvez poser vos questions si vous le désirez. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un avantage de réduire les inégalités Alors, je pense que ce n'est pas l'objectif central dès le départ, si ce n'est dans la redistribution des biens sociaux de façon générale. Il y a la volonté de permettre à chaque personne de vivre dans la dignité. Si ça, c'est réduire les inégalités, oui, dans ce sens-là, vous avez raison. C'est un objectif qui pourrait être central, mais ce n'est pas celui qui est véritablement annoncé en tant que tel. Il y a inégalité, si vous voulez, il faudrait véritablement qu'on aille rechercher là où les biens sociaux sont concentrés ou trop concentrés pour pouvoir les redistribuer. On le fait partiellement ici, mais ce n'est pas l'objectif central, c'est un des objectifs de cette initiative. Vous avez raison de le souligner. Oui? Vous savez quel moyen a été utilisé en Alaska pour financer justement leur fonds permanent? Ben oui, l'Alaska a un grand avantage sur la Suisse, c'est que l'Alaska a du pétrole. Donc, quand on a découvert le pétrole, on a fait la même chose en Norvège. Hein. Donc, les puits de pétrole et donc tous les produits ont été en grande partie comptabilisés dans un fonds, c'est ce permanent de fonds que j'ai mentionné tout à l'heure, et donc qui a permis de créer une masse suffisante pour, avec le produit de ce fonds, permettre cette allocation. Donc on n'a pas vraiment de mécanisme de ce type pour l'instant en Suisse. Bon, on aurait pu imaginer par exemple que les barrages puissent servir ce même mécanisme. C'est pas tout à fait comme ça que les barrages ont été construits et surtout qu'ils sont aujourd'hui gérés. Il y a quelques problèmes de ce côté-là aussi.
D'autres questions? Oui? Moi, j'ai une question. Vous indiquez plusieurs fois qu'il y a un inconditionnel pour le citoyen d'être participatif, enfin de participer à la politique. Oui. À la vie publique. À la vie publique. Mais en quoi est-ce que ça pourrait donner cette... Alors, c'est une question extrêmement importante. Je pense que la mise en place du RBI, je ne l'ai pas dit, elle ne se fera pas du jour au lendemain. Le 6 juin, si vous acceptiez le RBI, il n'y aura pas de très grand changement. Le Parlement, plus ensuite tout le jeu politique pourrait renvoyer la mise en place d'une telle loi nécessaire à un article constitutionnel à plusieurs années, voire 2 décennies. Au-delà de ça, la question que vous posez montre qu'il y a probablement besoin de bien comprendre ce qu'est l'engagement citoyen. C'est-à-dire que les initiants postulent que le fait d'être au bénéfice d'un RBI de 2500 francs devrait vous permettre de développer également, je dirais, des actions qui sont des actions citoyennes. Donc il y a probablement un changement de mentalité. Une des craintes que moi j'ai par rapport au RBI, c'est qu'on alloue 2500 francs, si on prend ces montants-là, on alloue une somme et qu'à partir de là, on estime que c'est le lien social qui est créé. Donc, j'ai plus besoin de m'occuper de mon voisin d'en dessus qui a de la peine à se déplacer. Il a 2500 francs par mois, qu'il se débrouille. Donc, l'action citoyenne, elle doit être cultivée, elle doit être développée dans ce cadre-là. Et je pense que c'est un travail de profondeur. Donc, votre question est très très pertinente, dans le sens où on a besoin de montrer comment on appartient, c'est-à-dire le bénévolat, enfin, toutes ces activités pourraient se développer grâce au temps libéré, en partie, en admettant que vous travaillez à temps partiel, parce que vous auriez 2500 francs qui vous seraient versés, et puis que vous pourriez vous contenter d'un temps partiel, vous vous impliquez dans le bénévolat, vous vous impliquez dans la garde de vos enfants, etc. On peut imaginer beaucoup de changements sociétaux. Mais ça va prendre un peu de temps, et puis ça va nécessiter, comme la mise en place de la loi, ça va nécessiter aussi un changement de mentalité assez profond. Aujourd'hui, on est plus dans une logique de type individualiste, contre laquelle il faudra lutter, que le RBI ne devrait pas exacerber de façon trop forte. Oui. Alors, 3 questions. Madame, tout au fond, oui. Moi, je voulais savoir ce qu'il en était au niveau des entreprises, en fait. Parce que si on imagine qu'il y a une certaine somme qui est allouée, est-ce que les salariés, au final, ne vont pas être quelque part péjorés, puisque les entreprises, au final, elles économisent un certain montant? Comment ça va se passer, au final? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Est-ce que finalement, au lieu d'être un effet négatif, ça va pas plutôt amener des entreprises en Suisse? En se disant, on a moins de salaire à payer. Voilà. Oui. Un petit détail près, c'est qu'il faudra bien financer ces 128 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous vous souvenez dans le financement. Ces 128 milliards sont une partie des salaires qui seraient d'une manière ou d'une autre prélevés auprès des patrons, qu'ils verseraient au RBI, qui elle-même, je ne sais pas, enfin, un mécanisme qui reverserait ça aux salariés. Donc finalement, ça reviendrait plus cher pour les entreprises parce qu'elles auraient une espèce de taxe pour la compensation. Enfin... Pas vraiment, parce qu'elles pourraient baisser leur salaire d'autant. Okay. Donc, dans un mécanisme assez simple, il y a aussi des choses qu'il faudrait imaginer un peu plus en détail, on pourrait imaginer que les salaires nominaux baissent de 2500 francs et que les salaires réels restent au même niveau parce que le RBI verserait la compensation des 2500 par l'intermédiaire d'une caisse. J'imagine pas que les patrons, sur la fiche de salaire, versent 7500 francs pour reprendre mes 10 000 francs, 7500 francs plus 2500 de RBI. Je pense qu'elle devrait symboliquement passer par l'extérieur. Mais il faudra bien les financer. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce ne sera pas pour l'essentiel des salaires une augmentation de salaire. Parce qu'elle pourrait être inflationniste, elle pourrait créer différents problèmes de concurrence internationale, comme vous l'avez évoqué. Donc, on n'aurait pas ça. On aurait, les initiants insistent là-dessus, nécessité de compenser
quelque part, à partir des bas revenus, une partie du manque à gagner. Mais ce serait une compensation. Alors, si on a une mini-taxe qui serait facilement finançable, si on ne l'a pas, il faudrait à ce moment-là aller chercher dans les hauts salaires. Il y a une question ici. Oui. Le fait que certaines personnes aient augmenté leur pouvoir d'achat, est-ce que ça pourrait faire des problèmes par rapport à la communauté internationale, par exemple, je ne sais pas de quelconque manière, est-ce que la communauté internationale pourrait s'insurger puis bloquer le processus? Alors, deux manières de répondre. D'abord, il y a beaucoup d'intérêt à l'étranger pour l'expérience que la Suisse pourrait mettre en place. Évidemment, on sera déjà intéressé à voir si on a une majorité ou pas. Là, les sondages ne sont pas très favorables, on ne va pas cacher la réalité. Il y a beaucoup d'intérêt parce qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on essaie de mettre en place. En France, on a une région qui réfléchit à RBI, on a une ville comme Utrecht qui réfléchit à mettre en place un mécanisme de ce type, etc. Donc il y a de l'intérêt. Je ne pense pas qu'on aurait une réaction de nature à contester le RBI. Par contre, là on pourrait peut-être avoir un problème dans la concurrence internationale, c'est effectivement que avec des populations qui seraient le long de la frontière, les frontaliers, enfin, là on pourrait avoir une série de problèmes qui pourraient se poser. C'est-à-dire, est-ce que les frontaliers toucheraient le RBI ou pas? Oui, alors là on pourrait avoir quelques problèmes de nature administrative, mais je ne pense pas à une contestation de la part c'est de la politique et de l'autorité du pouvoir politique suisse et du peuple suisse de mettre ça en place. Oui. Est-ce que l'acceptation du RBI pourrait augmenter les prix, par exemple les prix d'immobilier, parce que les gens pourraient se permettre d'avoir des appartements plus chers, de construire quelque chose, alors le monde va exploser ou l'autre sera stable, plus ou moins stable? Oui, alors l'effet inflationniste, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté, il n'y a pas beaucoup de discussion, mais qui est discuté au sein des émissions, qui a fait l'objet d'un certain nombre de réflexions, pas finalement. Alors, c'est pas impossible qu'on puisse avoir un effet inflationniste. Alors, sur les loyers, si on a un marché qui est comme celui actuellement, on pourrait imaginer en effet que les propriétaires décident de monter quelque peu les loyers en disant il y a une marge de profit. Bon, il y a la loi du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, qui devrait réguler ça. On voit que ça ne fonctionne pas très bien pour l'instant, mais il faut évidemment contrôler ce marché. Moi, je pense que ce n'est pas impossible qu'on ait quelques effets inflationnistes, à voir la durée dans laquelle ce RBI se met en place. Ils seront limités parce que le pouvoir d'achat sera augmenté, sera régulé pour un certain nombre de personnes, on l'a vu, finalement pas tant que ça. C'est-à-dire plutôt les familles. Là, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas une injustice à l'égard des célibataires? Pas vraiment, mais les familles, en effet, vont avoir un RBI quand même démultiplié par le nombre de personnes existant dans la famille. Donc là, il y a peut-être des risques, mais le montant est fondamentalement limité. J'y crois pas beaucoup. Et je pense que sur le marché du logement, on réfléchit aujourd'hui à court terme, disant, oui, le marché du logement est tendu, ce ne sera peut-être pas la même chose d'ici 2-3 ans. On construit pas mal, c'est vrai qu'on a construit cher, et puis qu'on continue à vendre, tenter de vendre cher. Sur ce plan-là, à mon avis, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Mais des petits effets, probablement. D'autres questions? Sinon, on va passer au... Oui, alors une dernière. Oui, vous. Voilà, deux petites questions. Ah oui, vous voyez, on tend la main et puis on nous prend jusqu'au cou. Il y a un argument qui a déjà été, que j'ai déjà entendu dans le camp des opposants. C'est celui selon lequel ça pourrait créer deux catégories de citoyens. Une catégorie socialement valorisée qui travaillerait, une catégorie socialement dévalorisée qui ne travaillerait pas. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et la deuxième, c'est d'ordre un peu plus philosophique. C'est est-ce que vous pensez que une initiative comme ça définit la citoyenneté par le fait de gagner de l'argent?
Alors, première question, non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, le fait de gagner jusqu'à ce qu'on s'habitue à l'idée de toucher un revenu de base, dans le fond, on a déjà ce modèle. L'AVS, c'est vraiment ça. Sauf que ça ne répond pas totalement dans les conditions, c'est sur une population donnée, etc. Le fait d'être à l'AVS ne change pas véritablement les choses. On n'a pas une catégorie, même si aujourd'hui nous faisons des travaux pour essayer de voir si on n'a pas une modification de l'image du retraité, celui qui continue à travailler, celui qui resterait oisif, c'est pas impossible. Mais moi, j'y crois pas fondamentalement, dans la mesure où donc on sera incité, quoi qu'il en soit, à continuer à travailler. On va réguler une série de choses, mais encore une fois, le revenu ne sera probablement pas suffisant, et c'est vraiment une des critiques qu'on peut faire, pour vivre. La Suisse ne va pas simplement faire vivre ses citoyens grâce à ce revenu de base. Elle contribue à éviter que les gens soient dans la misère. Je crois que c'est plutôt cette logique-là. Alors, il n'est pas impossible qu'on dénigre une partie des personnes, mais de là à créer une catégorie de citoyens, j'y crois pas. J'y crois pas. Non. L'autre question, je ne sais pas, il faudrait presque la laisser au débatteur par la suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas que répondre à votre question. Bah, posez-la peut-être à l'autre groupe. Ce sera une question de réserve. Très bien, moi je m'arrête là. Je m'excuse encore de couper le cours. Enfin, ça, je suis un peu plus long que ce que j'avais dit. Mais de toute manière, le débat commence, hein, c'est ça, puisque vous allez voir maintenant 4 débatteurs qui, par définition, ne seront pas d'accord nécessairement sur la totalité. Merci beaucoup, M. le Président.